Donc ceci est la deuxième partie de cette conférence sur les systèmes d'écriture. Nous en étions restés donc à la formation du système sumérien, qui est un système d'abord pictographique, et dont les pictogrammes sont devenus ensuite des logogrammes, c'est-à-dire des idéogrammes, des symboles qui représentent des signes, mais également lus pour leur valeur phonétique, donc dans des mots différents, et donc parfois avec des valeurs phonétiques qui sont différentes des valeurs sémantiques, des valeurs du logogramme sont différentes des valeurs du syllabogramme. Or, le système se complexifie dans la mesure où il va être adopté par des civilisations qui sont influencées par la civilisation sumérienne au cours du 3e millénaire et au partir du milieu du 3e millénaire, du 25e, du 24e siècle, des peuples sémitiques qui parlent la langue qu'on appelle akkadienne dans l'Irak central et la langue éblaïte en Syrie centrale, importent le système sumérien, l'adaptent à leur propre langue, des langues sémitiques qui sont très différentes. Le sumérien étant, rappelons-le, donc monosyllabique pour l'essentiel, ce que ne sont pas les langues sémitiques qui sont pour l'essentiel trisyllabiques, triconsonantiques. Et cette adaptation donc va se produire à la fois sous la forme donc de l'importation de logogrammes akkadiens qu'on va donc appeler des sumérogrammes et qui sont systématiquement notés en majuscules dans la langue, dans la transcription, dans la translittération savante. Et donc, par exemple, le logogramme sumérien Dug va se prononcer en akkadien Karpa. C'est le même signe qui se prononcera différemment en sumérien et en akkadien. Donc là, on est dans un emprunt d'un logogramme qui pourrait s'adapter dans n'importe quelle langue. Seulement, les scribes vont également utiliser le syllabaire sumérien et donc utiliser le terme Dug, le sumérogramme Dug, pour sa valeur phonétique, pour sa valeur de syllabe, qui va varier en akkadien, les consonnes en akkadien étant plus variées qu'en sumérien, et donc le même syllabogramme doug sumérien va se prononcer doug, douk ou douk. Et donc on a 4 lectures possibles pour un même signe. Une valeur logogrammatique, vase, prononcé karpa, et 3 valeurs phonétiques syllabiques. Par ailleurs, je donne ici l'exemple donc de Chypre, qui est facile puisqu'il est l'origine de chiffre en français par l'arabe sifr. Vous voyez la terminaison et un qui sont une terminaison des nominatifs dans les langues sémitiques. Or, pour transcrire donc ce mot akkadien, ils n'utilisent pas un sumérogramme dans sa valeur de logogramme, mais ils vont construire donc utiliser 3 syllabogrammes akkadiens, shi, ip et ru, pour transcrire cette prononciation qui de toute façon n'existe pas en sumérien. En plus de cela, donc l'akkadien va utiliser des déterminants muets, comme par exemple le sumérogramme qui se lit mess en sumérien mais qui n'est pas lu et qui désigne le pluriel, ou le déterminant qui se lit dingir en sumérien mais qui n'est pas lu simplement pour déterminer que le mot se réfère à un dieu. Là où ça se complexifie encore, c'est qu'un même logogramme lu en sumérien gis peut aussi être utilisé en sumérien pour être lu is dans une valeur syllabique différente. Donc la valeur phonétique peut être différente de la valeur sémantique d'un même signe en sumérien. C'est le problème qu'on rencontre donc avec un même logogramme qui a 2 valeurs possibles, simplement parce que les deux rappellent donc le bois. Donc une valeur qui désigne l'arme, tukul, une valeur qui désigne le buis, tashkarin. Et ces 2 logogrammes vont utiliser un déterminant non lu, qui est gis. Donc le déterminant, mais qui peut se lire, rappelons-le, différemment dans sa valeur de syllabogramme. Donc c'est un petit peu compliqué, et vous allez voir comme ça devient encore plus compliqué, mais en même temps ça s'éclaircit pour nous en akkadien. Donc voilà le système akkadien, et donc vous voyez ici la dynastie des Sargonides d'Irak de la fin du 3e millénaire avant notre ère. Si on reste sur les valeurs de 2 logogrammes différents, on va pouvoir lire donc les valeurs de ces 2 logogrammes, tukul et tashkarin, qui s'écrivent de la même manière. On va les lire autrement, différemment en akkadien. Donc on va le lire kak dans un cas et tashkarin dans l'autre. Vous voyez que le mot sumérien est passé en akkadien dans le deuxième cas. Dans le premier, le mot sumérien est complètement différent du mot akkadien, avec un même logogramme. Et le premier syllabogramme, donc muet, gis, reste là pour désigner donc le type d'objet auquel il se réfère. Et donc on a 2 logogrammes qui se lisent comme un seul logogramme de 2 manières différentes.
Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que la même forme, donc c'est beaucoup plus compliqué pour le commun des mortels et pour les savants, c'est que la même forme peut se lire avec les valeurs de syllabaire du sumérogramme. Donc 2 sumérogrammes qui peuvent être 2 syllabogrammes, 2 lus comme les 2 syllabes, qui sont différentes, rappelons-le, des valeurs de logogramme de ce même mot. Et en l'occurrence, ça peut, du fait donc de la variation des consonnes dans les langues sémitiques dans l'akkadien, cette même expression peut encore renvoyer à 3 mots différents, à 3 verbes différents, isku, esku et esku, qui n'ont pas le même sens. Donc le premier, ils ont été purifiés, le second, ils ont été décidés, et le troisième, ils ont été gravés. Donc isku, c'est la même racine que la zakat, c'est la purification. La zakat en arabe. Alors voilà donc l'évolution à partir donc de l'époque de l'empire sargonide, qui est l'empire d'Akkad, donc Akkad qui devient le centre du pouvoir, et donc on a une diffusion de l'akkadien au-delà des limites évidemment de la zone de l'Irak central, akkadien qui va peu à peu supplanter lui-même le sumérien, même si par contre il ne supplante pas complètement l'héblaïte en Syrie, qui reste une langue avec son propre système cunéiforme indépendant. Donc on a le système élamite qu'on avait déjà vu dans la première partie, un système indépendant, et les élamites vont emprunter à la fin de ce 3e millénaire, du fait de l'empire d'Akkad, de l'influence de l'empire d'Akkad, vont emprunter le système cunéiforme adapté par les Akkadiens pour leur propre langue, qui n'est ni une langue apparentée au sumérien, qui n'est pas une langue sémitique, qui est une autre langue. Même chose pour les Ourites, même si on n'en a pas beaucoup de vestiges, les Ourites ont préféré utiliser l'akkadien comme langue administrative, et donc le Ourite est presque donc on a peu de connaissances sur cette langue. Donc voilà, par exemple, un des rares exemples d'une inscription Ourite utilisant donc le système cunéiforme akkadien, donc sous le très fameux lion du Louvre. Donc voilà, l'adaptation de l'élamite dans le sud de l'Iran, avec un système identique au système akkadien, autour du 22e siècle avant notre ère. Au 18e, 17e siècle, on a donc une rationalisation, qui est un peu le tableau que je vous avais montré, le tableau donc avec un syllabaire rationalisé, où on n'a plus toutes ces syllabes qui s'écrivent différemment pour rendre la même syllabe, et donc on va réduire à un nombre d'une centaine de syllabes, donc on peut dresser un véritable tableau systématique, un syllabaire rationalisé. Donc on a vu aussi le cas du Hourite peu attesté, bien sûr, et on a cette adaptation qui par contre est extrêmement importante, qui est celle du hittite en Anatolie centrale, une langue indo-européenne, donc un autre groupe que les langues sémitiques ou sumériennes, et qui va adapter donc le système, non pas directement du sumérien, mais de son adaptation akkadienne. Et puis plus tard, on aura une adaptation d'une forme akkadienne tardive, l'assyrien, à une autre langue du plateau anatolien, l'ourartéen. Alors, dans le cas de l'adaptation au hittite, donc dans le cas du hittite, on a l'ajout, donc, en plus des sumérogrammes dans l'akkadien, on a l'ajout des akkadogrammes dans le hittite. Et donc le syllabogramme qui se lit en akkadien oul, et qui signifie la négation, ne pas, en akkadien, et qui a la même racine que lo en hébreu, la en arabe, il va s'employer en hittite, mais il doit être lu, non pas pour sa valeur donc, de syllabogramme akkadien, mais pour sa valeur sémantique. Natta, donc apparenté évidemment au nif, not, non indo-européen. De même, donc on va utiliser les 2 syllabogrammes pour rendre le Bel, Seigneur, le Bel sémitique, BL, 2 syllabogrammes, 2 sumérogrammes même d'origine, mais ils seront prononcés autrement. Ils seront prononcés, donc on appelle ça un akkad-hédogramme, donc ce sera un terme akkadien qu'on devra lire en hittite, Oriyas. En outre, le hittite ayant souvent des consonnes qui se suivent, les syllabogrammes vont commencer à être lus uniquement pour leur valeur consonantique, un système qu'on va retrouver dans le système égyptien et qui est à l'origine de l'alphabet. Donc on a cette carte, cette diffusion. On a déjà vu l'élamite à la fin du 3e millénaire, le Hourite aussi à la fin du 3e millénaire, donc très peu attesté, on l'a dit, mais le hittite au 2e millénaire, c'est vraiment la grande innovation, la grande adaptation, et en même temps, donc,
Suite à l'Empire d'Akkad et à la période néo-sumérienne, on a la formation donc avec les invasions amorites, un certain groupe de populations sémitiques qui se sont réparties tout le long donc du Croissant fertile en Syrie, le long de l'Euphrate, et qui sont très probablement aussi à l'origine des invasions Hyksos en Égypte qui mettent un terme au Moyen Empire. Autour du XVIIe, XVIe siècle avant notre ère. Et donc ces populations aussi vont adapter l'akkadien à leur langue, mais c'est comme le hourite, on en a peu d'attestations. Ils vont préférer donc utiliser l'akkadien, et l'akkadien devient à cette époque la langue véritablement internationale qu'on va retrouver dans les archives, notamment donc du Nouvel Empire égyptien. Ce qui fait une transition idéale pour parler du système égyptien qui lui aussi s'est développé à la fin du 4e millénaire, au début du 3e millénaire avant notre ère, et qui s'est standardisé au cours du 3e millénaire d'une manière complètement différente. Il est pour l'essentiel non syllabique et fondé sur les consonnes, même si le principe donc des consonnes est assez similaire au principe des syllabes. Donc on va avoir des logogrammes et on va avoir, à la place des syllabogrammes, on va avoir des consonnes, ou des systèmes à plusieurs consonnes, c'est ce qu'on va voir. Et donc on a au point de départ exactement des pictogrammes, des logogrammes pictographiques, le soleil qui va se prononcer Ra, parce que c'est comme ça qu'on appelle le soleil. Ou l'œil, Yir, ou la maison, Pr. Et donc on dessine une maison, on dessine un œil, on dessine un soleil, et on les prononce comme tels. Voilà l'usage pictographique du logogramme originel, et ce serait super si ils en restaient là. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, exactement comme pour le sumérien. Donc on va utiliser des principes d'homophonie de consonnes. Donc les logogrammes pictographiques, par exemple le canard, qui se prononce ça, et dont on ne sait pas comment il se vocalise, hein, ça, sou, si, c'est, on n'en sait rien. S'il apporte un petit signe, ils ont au moins la délicatesse de mettre un petit signe, qui est ce bâton dressé, et on ne lira plus donc canard, on l'utilisera pour sa valeur phonétique. Et donc le déterminant nous permettra de savoir, donc un canard plus un déterminant bâton, il faut le lire pour la valeur phonétique des deux consonnes qui sont dans le canard, ça et a. Et donc là, à nouveau, on ne sait pas de quelle manière ça se vocalise, mais ça veut dire fils. Et donc les deux mêmes consonnes, vocalisées certainement différemment en égyptien, veulent dire l'un canard et l'autre fils. Et donc on dessine un canard pour dire un canard, et on dessine un canard avec un signe pour dire il faut lire uniquement les consonnes et prononcer fils. Donc le système se généralise de cette manière-là. Vous avez par exemple un logogramme qui est un dessin d'un siège, d'un trône. Set veut dire le siège. Ce logogramme, si vous ajoutez une consonne, veut toujours dire siège. Donc on peut ajouter une consonne pour compléter un logogramme, ce qui est un système assez complexe où on va avoir donc un système logo-consonantique. Donc on lit toujours la même chose, set, siège, plus la terminaison T, pour être sûr. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sûr? C'est parce qu'il va falloir distinguer avec d'autres usages, phonogrammatiques ou logogrammatiques. Et donc là, à nouveau, on va voir set, plus la consonne T, plus un déterminatif non prononcé, qui est le symbole de la maison. Et on va avoir donc un dernier usage qui va être donc un phonogramme, le phonogramme 7, plus la consonne T, plus un déterminatif qui désigne l'œuf, et cette fois-ci c'est pour dire que on parle de Isis. Isis qui s'écrit aussi 7. Mais il faut pouvoir le distinguer de siège, il faut pouvoir le distinguer du siège déterminé comme maison dans sa valeur phonétique 7.